Alors, Guy, dans ton livre, La quête de l'authenticité, super bon livre que tu as publié il y a quelques années. Coupe ça! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'interpelle pas mal, l'authenticité. Est-ce que vous êtes authentique? Vous considérez-vous authentique? Comment devenir plus authentique? Je pense que c'est un défi hein, pour bien des gens parce que souvent, on prend des décisions qui sont pas nécessairement, on n'écoute pas nécessairement notre cœur. Et pour vous parler d'authenticité, je vous présente un ami à moi, un conférencier, un auteur à succès, M. Guy Cabana. Guy, merci d'être là. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Guy, tu as écrit... Ben écoute, l'honneur est pour moi. Tu as écrit ce livre, c'est ton dernier, hein, je me trompe pas en disant ça. Alors, La quête de l'authenticité, tu en as écrit plusieurs aussi, Soulever des montagnes, que j'ai lu il y a plusieurs années aussi, Les 10 secrets du négociateur efficace. Tu fais des conférences un peu partout, beaucoup au Québec, mais aussi beaucoup du côté de l'Europe, tu te promènes beaucoup. Moi, j'ai envie, parce que le sous-titre de ton livre, c'est « Mon rendez-vous manqué avec Michel-Ange ». Et lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, c'est quoi le lien entre la quête de l'authenticité et son rendez-vous manqué? Mais évidemment, quand on lit ton livre, on le comprend. Parle-nous-en, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Stéphanie, lorsque j'étais en deuxième année, notre professeure, Mme Huot, une petite dame d'à peu près 1 mètre, portait toujours une robe noire, elle avait demandé à chacun des étudiants en géographie, au lieu d'étudier le livre, elle avait donné à chacun des élèves un pays à décrire durant toute l'année. Une fois par semaine, nos trouvailles qu'on avait fait, nos leçons qu'on avait fait, on avait 5 minutes pour faire un exposé devant la classe. Imagine, elle m'a donné l'Italie. Chanceux! L'Italie. Vraiment? Peut-être à cause du nom Cabana. Oui? Cabana. C'est bon. Et voilà. Fait que, à partir de l'âge de 8 ans, l'Italie m'a toujours attiré. Ouais. Je me suis dit, un jour, je vais y aller. À 16 ans, je lis une biographie. J'aime lire les biographies. Je lis le livre de Michel-Ange. Okay. Selon moi, l'homme le plus intelligent, inspirant, talentueux qui a jamais marché sur la planète Terre. Auteur, architecte, peintre, il n'y a pas rien qu'il ne faisait pas. Incroyable. Là, j'ai parti de un jour, je vais aller en Italie, c'est que je veux aller en Italie. OK. Je me suis marié. À toutes les années, au mois de décembre, je marque mes 3 objectifs de l'année. Okay. Excessivement important Ouais. d'écrire nos Ouais. objectifs pour les atteindre. J'ai dit à mon épouse, je veux une maison, je veux des enfants et je veux aller en Italie. L'année après, j'avais une maison, mais je voulais avoir des enfants, je voulais aller en Italie. Faisait 5 ans que ma femme lisait, je vais aller en Italie. À un certain moment donné, elle me regarde, elle dit, quand qu'on va y aller? Un rêve qui n'a pas de date devient tout simplement un souhait, un désir, une intention. Tout à fait. J'ai dit, Louise, pour les intimes, elle s'appelle Minou. J'ai dit, Minou, à l'âge de 40 ans, on s'en va en Italie. Okay. Je voulais aller voir 2 choses, la pierre tombale de Michel-Ange et la statue de David. Okay. Selon moi, la plus belle sculpture que j'ai jamais eue au monde. Ouais. À 40 ans, je suis en Italie. OK. Tu as réalisé. Tu l'avais écrit, tu avais mis une date. Je l'ai écrit, j'ai une date. Je suis en Italie. Avec Minou. Je suis avec Minou. Je suis à Florence. OK. On arrive, on était peut-être 24 couples dans un autobus. À un certain moment donné, on arrive au parc de Michel-Ange. On se promène dans le parc et il y a un arbre et il y a une branche et je vois le haut de la tête de David. Je tiens la main de Minou, mais je lui pointe. Regarde, Minou. Et comme un chien qui se fait lâcher une laisse, elle dit, vas-y. J'accours et je vois la statue de David. Incroyable. Je sors mon appareil photo. Je prends à peu près 35-36 photos. J'ai dit, je vais l'inspirer, je vais la regarder, je vais le déguster dans quelques minutes. Mais là, je vais prendre des photos pour garder ça sur pellicule. Je reçois une tape sur l'épaule. Ma guide, elle dit, est-ce que tu étais impressionné? J'ai dit, c'est hallucinant. J'ai dit, ça fait 32 ans que je veux vivre ce moment-là et je suis en avant de la statue de David. Elle dit, c'est pas pour te décourager, c'est pas la vraie statue. Tu avais pris plein de photos. D'ailleurs, tu la montres dans ton livre. Je le montre dans mon livre. Dans la vie,
Il arrive des moments qu'on pense qu'on atteint notre rêve, mais il est juste repoussé. Ce n'est pas parce qu'on a tombé qu'on n'a pas atteint notre objectif. C'est tout simplement de reprendre notre énergie et de dire dans quelques minutes. Elle dit, la vraie statue, elle est dans la ville. On va y aller tantôt. Donc, j'ai supprimé peut-être à peu près 33 photos, je n'ai gardé une coupe. On arrive à la ville de Florence. On arrive à la place de la Seigneurie. Deux choses. Un, je sais que la statue de David est là, que j'ai hâte de voir. Et il y a une cathédrale avec la tombe de Michel-Ange. Je voulais au moins me mettre à genoux à l'avant de ce grand maître-là. À l'intérieur d'à peu près 5 minutes après notre arrivée, il arrive un paquet de fourmis. C'est-à-dire, la place est envahie de gens. Notre guide dit, vous êtes chanceux. Ça arrive une fois par 8 ans. Il va y avoir une parade, une énorme parade. Vous êtes chanceux de le voir. Je viens du Québec. Je suis à 6344 km de la maison. Je ne suis pas allé à Québec pour voir une parade. Je suis pas allé à Montréal. Je ne suis pas venu en Italie, en Florence, pour voir une parade. La place est envahie, Stéphanie. Fait que là, je me suis dit, durant cette absence-là, de ces gens-là, je vais aller voir tout seul. J'arrive à la cathédrale, la première porte à gauche, verrouillée. Porte centrale verrouillée. L'autre porte centrale verrouillée. Ma guide a dit, Guy, a dit, tout est fermé ici, là. Il n'y a plus rien d'accessible. Il y a une parade. Il y a une parade. Je me suis posé 2 questions. Est-ce que je reste en colère? Est-ce que je reste déçu? Ou est-ce que je reste frustré? Ou je me suis dit, cet événement-là n'était pas dans mon contrôle. C'est comme le trafic, c'est comme la température. Guy, j'ai 2 choix. Reste en colère, reste déçu, ou passe à d'autres choses. Et j'ai pensé à Minou. Je ne voulais pas gâcher les vacances de Minou par amour pour ma femme et par l'amour propre de moi-même. On passe à d'autres choses. Et il y a plein de situations comme ça, hein, dans notre vie. Un emploi qu'on manque, un poste qu'on manque, une situation qu'on a voulu voir se produire qui n'arrive pas. Puis c'est vrai, on peut rester là-dessus, dans nos émotions négatives super longtemps, où on peut dire « j'accepte ». J'accepte. C'est hors de mon contrôle. Pourquoi ancrer dans quelque chose que tu ne contrôles pas? Tout à fait. On est maître à bord, n'est-ce pas? Mais c'est pas facile. Tu sais, parce que ce que tu nous dis, ça a plein de sens. Maintenant, de l'appliquer au quotidien, de dire je lâche prise sur des situations sur lesquelles j'ai pas de contrôle, je suis prête à parier qu'il y a bien des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent c'est plus facile à dire qu'à faire. Vrai ou faux? C'est vrai, Stéphanie. C'est très vrai. Rapidement, j'ai 2 choix. De rester en colère et de nuire aux vacances de Minou, ou d'accepter d'aimer ma femme assez et de m'aimer assez, de dire on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, c'est ça. Je retournerai à un moment donné à Florence une autre fois. Donc, ma guide a dit, par exemple, je m'en vais t'encourager, si tu vas voir la statue de David, il y en a une à la place de la Seigneurie. Donc, parmi la foule, je me suis promené avec un Minou, j'y tiens toujours la main. À un certain moment donné, à la place de la Seigneurie, je vois une statue de David. Là, je venais de comprendre la déception de la première qui n'était pas la vraie, parce qu'elle était sur un podium d'à peu près 4 mètres de haut, et celle-là, je l'avais à 1 mètre de moi, sur un podium d'à peu près 1,5 mètre. Là, je me suis dit, la vie, je viens de comprendre les obstacles, c'était pour que je sois plus fort et meilleur, et que je vive plus intensément. Je sors mon appareil photo, je prends des photos. Ma guide a dit, Guy, est-ce que tu es impressionné? Elle est belle, hein? J'ai dit, c'est hallucinant. Elle dit, c'est pas la vraie statue. Elle dit, la vraie statue, Guy, elle se trouve dans le musée. Ça s'appelle la Galleria. Enfin, j'ai dit, parfait, je vais y aller. Elle dit, Guy, la visite n'est pas sur l'horaire, n'est pas dans le programme. C'est pas vrai que 32 ans d'espoir pour vivre mon rêve, qu'une personne n'est pas sur son horaire. Je suis déterminé de vivre mon rêve. Donc, j'ai dit, regarde, j'y vais y aller. Elle dit, Guy, je fais 2 choses avec toi. Je garde Minou comme otage. Je te laisse 30 minutes. Et, s'il vous plaît, reviens, parce que l'autobus, il faut qu'elle parte à cause de la quantité de gens, la foule qui avait permis. J'embrasse Minou, je lui demande mon passeport, ma carte de crédit. J'ai dit, je reviens dans une demi-heure, sinon on va se retrouver à Rome. Et je cours. Je paye mon dû, je rentre dans la Galleria. Je suis la seule personne dans cette pièce, imagine. Tu es seul avec lui, là. Je suis seul. Je me promène partout. Et là, finalement, je tourne un corridor à droite, j'arrive en avant de David. J'ai dit, mais c'est sûr,
C'est impeccable. C'est la plus belle chose que j'ai vue à part de ma femme et mes enfants. OK. C'est de toute beauté. Là, je m'approche, je l'examine, et vu que je suis la seule, Stéphanie, est-ce que toi, tu oserais le toucher? Je sais pas. Moi, je voulais toucher, pas seulement le vivre. J'ai touché le pied de la statue de David. OK. Deux choses que j'ai retenues. Un, je touche à Michel-Ange, Ouais. je touche Ouais. à mon idole. Ouais. Et là, je me suis dit, moi, qu'est-ce qui m'a pris 3 secondes pour vivre? Sûrement qu'il a planifié pendant un mois. Ouais. Il a peut-être, avec son marteau, donné, bûché pendant 3 jours. Ouais. Il a peut-être passé 6 heures à polir juste le petit bout que j'ai touché. J'ai réalisé que souvent, on va avoir un résultat. Ouais. On va avoir de l'extase, mais on n'est pas prêt à y mettre les efforts. Mm-hmm. Il faut mettre les efforts. Il faut dire, je m'applique, je suis déterminé, j'ai une rigueur, j'ai une détermination, j'ai du courage pour arriver à mon résultat, tant longtemps que je ne suis pas satisfait. Et là, le choix... Pas la guide encore? Non, pas la guide! C'était la gardien de sécurité. Oh non. Il dit, monsieur, il dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de toucher à la statue. Moi, il est trop tard. Je l'ai touché à mon rêve. Je le vis. Et voilà. J'en prends entière responsabilité. D'ailleurs, le mot responsabilité provient de 3 mots, hein. Habilité à répondre. OK. J'avais l'habilité à répondre de mes actes et mes gestes. Tantôt, lorsque je suis arrivé à la cathédrale, les 3 pas étaient verrouillés, je n'étais pas responsable. Je n'avais pas l'habilité de répondre à mes actes. C'est pas moi qui les ai verrouillés. Ouais. On passe à d'autres choses. Ouais. Là, la personne m'amène tranquillement vers la porte de sortie pour m'assurer pas que je retouche la statue. Il dit, comment tu t'es senti? J'ai dit, je me suis senti vraiment bien et libéré. J'ai touché à Michel-Ange. Il dit, monsieur, je ne veux pas vous décevoir. Il dit, vous savez, c'est la statue qui représente le symbole de l'Italie. C'est la statue la plus connue au monde. OK. C'est la raison pourquoi la vraie statue, elle est dans une voûte. C'est une copie. Oh, c'était pas la vraie. J'ai compris une chose, Oui. que tout le monde pouvait copier un original, mais personne ne pouvait copier ce qui était authentique. Je vais demander à l'auditoire si vous êtes capable, pendant 3 secondes, mettez votre main sur votre cœur. Vous attendez un petit battement. Ouais. C'est là que se trouve l'authenticité. La seule et unique copie que le monde va accepter. Ouais. La seule et unique copie que le monde va accueillir. Vous avez le contrôle sur tous vos événements pour prendre l'action. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, passez à d'autres choses. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est notre authenticité, ça part de notre cœur, d'être vrai, de prendre des décisions aussi basées. Prendre des décisions. Un enfant, tout le monde dit un enfant, c'est pur, Ouais. c'est authentique. Est-ce que tu as remarqué qu'un enfant, il y a une chose qu'il possède pas, que nous, les adultes, les ados, on possède? Il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune peur. Ouais. Ils sont absents de peur et de crainte. C'est-à-dire, même si tu ris de moi, tu ris de la situation, mais ce n'est pas de moi que tu ris. Même, eux autres, mais est-ce que je peux avoir le véhicule ce soir? Tu dis non. Il va te demander pourquoi. Il dit, parce que tu as juste 7 ans. Puis il va dire, puis, ils osent, ils risquent, ils tentent, ils sont authentiques. Ouais. Sont absents de jugement Ouais. des autres. Ouais. Alors, l'absence de jugement, tu m'amènes là-dessus, puis tu sais, je trouve que c'est un sujet qu'on peut tellement élaborer parce qu'il y a tellement de gens qui sont aux prises avec ça. Osent pas faire des choses à cause du jugement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou, c'est ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ont peur d'être jugés, voudraient faire l'unanimité. Est-ce qu'on peut faire l'unanimité? Est-ce que tout le monde peut nous aimer? Est-ce que tout le monde peut être d'accord avec nos gestes, nos actions? Ça, c'est un souhait. On aimerait que tout le monde nous aime. Ouais. Stéphanie, tu fais des conférences, tu fais de la formation tant que moi. Je peux aller dans une salle. La seule chose que je peux, c'est d'être authentique et donner toutes mes connaissances, mes transferts de connaissances, ma passion. Je peux la partager dans l'espoir d'inspirer une personne. Mais on dit toujours, si on inspire seulement un, je n'ai plus aucun contrôle. Je ne peux pas changer les gens. S'ils m'aiment, tant mieux. S'ils m'apprécient moins, tant pis. Ouais. Et souvent, moi, le parallèle que je fais, c'est que
les gens qui sont pas capables de dire ça. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui disent « Oui, mais moi, ça me fait quelque chose. Je suis pas capable de me dire tant pis si telle personne n'apprécie pas ou si telle personne n'est pas d'accord avec ma façon de penser. » Et moi, je trouve qu'il y a un parallèle avec l'estime de soi-même. Quand tu as une bonne estime de toi, je sais pas si tu es d'accord, c'est que tu es capable d'accepter de dire « Regarde, je ne ferai pas l'unanimité et c'est correct. Tu peux penser comme moi, tu peux ne pas penser comme moi et c'est correct. Moi, je pense en fonction justement de mon cœur, en fonction de mes valeurs, en fonction de ce que je crois correct. Mais si tu as un avis contraire, c'est correct. Puis même à la limite, j'ai envie de l'entendre. Es-tu d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Les gens, pour moi, qu'est-ce qu'on protège? L'estime de soi, nos valeurs, qui nous sommes, nos principes, qu'est-ce qui nous carbure à tous les jours. Une fois qu'on sort des valeurs, de nos connaissances, exemple, 1 plus 1, ça fait 2. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Ça, c'est un fait. Ouais. Si je te dis 1 plus 1, ça fait 3. Là, tu dis, c'est une opinion. Guy, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais une chose, je respecte ton opinion, mais je ne l'approuve pas. Ouais. Est-ce que tu remarques très souvent que peut-être 90% de notre conversation, c'est des opinions? J'aime ce film-là, j'aime pas ce film-là. Moi, je ne m'apprêterai pas à brimer mon estime de soi par une opinion d'une personne. Ce n'est pas un fait. OK. Alors, quelqu'un qui dit, moi, exemple, j'adore Guy Cabana comme conférencier, génial. L'autre à côté qui dit, bof, moi, pas tant que ça, c'est son opinion, ce n'est pas un fait. C'est une opinion, ce n'est pas un fait. Et écoute, je suis tellement d'accord avec ça. Moi, il y a plusieurs années, quand j'avais commencé à faire de la télévision, j'avais été en contact avec Michel Giroir pour le bénéfice des gens qui ne sont pas au Québec et qui ne connaissent pas Michel Giroir. En tout cas, c'est un personnage télévisuel qui est dans le décor depuis je ne sais pas combien d'années, là, une quarantaine d'années, certainement. Et Michel m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu vois, Stéphanie, quand tu commences à faire de la télévision, il dit, c'est vraiment le fun parce que du jour au lendemain, il y a plein de gens qui, tout d'un coup, vont t'aimer, vont te connaître, vont te trouver vraiment sympathique, puis tout ça. Mais il dit, il y a l'envers de la médaille. Il dit, il y a aussi plein de gens qui vont dire, je suis pas capable de la sentir, elle m'énerve, elle me tape ses nerfs, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Et on reçoit des fois des courriels ou des... C'est le fun quand c'est un courriel agréable, mais des fois, c'est des courriels moins agréables. Et j'ai appris avec le temps à me détacher de ça, à dire, OK, c'est son opinion. Oui, c'est une opinion. Puis il a le droit. Oui, il a le droit. Les autres ont le droit à leur opinion. Oui. Hein? Et moi, je dis tout le temps, le jour où tu te détaches de ça, où tu arrives à dire, t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec mes agissements, je respecte, mais c'est ton opinion. Il y a souvent des gens, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, Stéphanie, et puis aussi l'auditoire, il y a des gens qui vont dire, j'ai de la difficulté avec toi, mais c'est tout simplement de l'envie. J'ai de la difficulté avec toi parce que je t'admire et puis tu es rendu dans une position que moi, jamais je veux atteindre. Là, on revient avec l'estime de soi. Ouais. C'est ton estime de soi qui t'empêche, toi aussi, de te mettre sur un podium. Oui. Puis la construction de l'estime de soi, ben, c'est la quête d'une vie, hein? C'est de la porcelaine, hein? Oui, c'est la quête. Inestimable, mais c'est excessivement fragile. Oui, exactement. Tu as publié, évidemment, ce livre, Soulever des montagnes. Ça fait plusieurs années, je l'avais lu quand je t'avais reçu à l'époque du Club du succès. Tu dis l'art de réussir l'impossible. Un élément que tu mentionnes souvent, c'est quand tu as un objectif, c'est super important de l'écrire et d'y croire. Si tu ne le crois pas, c'est un souhait. Donc, ça n'arrivera pas si tu n'y crois pas. C'est ça que j'entends? Non. Si je ne l'écris pas et si je n'y crois pas, c'est un souhait. Si tu savais la quantité de choses que j'ai souhaitées dans la vie, que c'est jamais arrivé, parce que je ne les ai pas écrits. OK. Des exemples? As-tu des exemples? J'aurais aimé ça, retourner à Rome, à Florence. Je ne vais pas retourner encore. OK. C'est un souhait. OK. À un moment donné, soit moi, ou j'espère que Minou va me dire, Guy, donne-moi une date, on va y aller. OK. Effectivement, il faut y croire. Ouais. Mais croire, c'est absent de doute. Hein? Oui. Bien, tu sais, puis j'essaie de faire un lien avec justement ton livre Soulever les montagnes, puis l'authenticité, puis l'estime de soi. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui dit, bon, OK, j'écoute Guy, je réalise que oui, j'ai avantage à être moi-même. Hein. Pour moi, l'authenticité, c'est d'être soi-même. Et d'être capable aussi, le plus possible, de travailler à faire fi de ce que les autres pensent. Tant mieux si on m'aime, puis si on m'aime pas, ben, je vis avec. Il
Il y a juste une copie comme moi. Oui, il y a juste une copie. Et est-ce que ce désir-là ou cet objectif-là de dire je veux travailler mon estime de moi-même, c'est quelque chose aussi qu'on peut dire, OK, je vais l'écrire, je vais faire des efforts, je vais passer à l'action. Est-ce que tu penses que c'est... La chose la plus difficile pour moi, parce qu'on entend tous les conférenciers, tous les livres, puis là, on part du début, là, le plus grand créateur, le plus grand bâtisseur, le plus grand innovateur, ils disent tout aux gens, passer à l'action. Ouais. Passer à l'action, c'est pas facile, non. on parlait tantôt. Pour moi, passer à l'action, c'est d'accepter l'échec. OK. C'est de l'accepter. Mais ce n'est pas... Souvent, les gens n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont tellement peur d'avoir un échec. C'est triste. Ouais. Parce que dès qu'on parle de passer à l'action, ça veut dire oser, risquer ou tenter quelque chose sans connaître le résultat. Ouais. Si le résultat ne fonctionne pas, on appelle ça de la créativité, on va changer un ingrédient. Ouais. Oser passer à l'action, c'est d'oser prendre des risques, d'accepter haute probabilité d'échec. Ouais. Alors, dans le fond, ce que tu dis, c'est je passe à l'action en gardant en tête que oui, je souhaite réussir, mais que ça se peut. On va modifier l'ingrédient, on va changer. Que ça ne soit pas du premier coup. Ça ne sera pas du premier. Et ça fait partie des ingrédients pour être capable de soulever des montagnes. Être capable de soulever des montagnes. Et aussi, une fois qu'on accepte, Stéphanie, ça augmente notre estime de soi. Ouais. Cette porcelaine-là devient de la porcelaine en acier. Ouais. Ça devient, c'est indestructible. Une fois qu'on réussit, c'est ça que tu veux dire? Une fois, pas qu'on réussit, une fois qu'on accepte qu'il va y avoir un échec. OK. Parce que si on n'a pas d'estime de soi, on a un échec, on n'en fera pas une deuxième effort. Non, puis on s'écroule de toute façon. On s'écroule. On s'écroule. Ouais. Fait que là, un deuxième effort, ça n'a pas marché. On va faire un petit ingrédient, un petit troisième ingrédient. Et puis une fois qu'on commence à changer, on retrouve pour nous la recette qui fonctionne pour nous. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt, si tu me permets de revenir sur un point. Si vous avez un rêve, écrivez-les. Ouais. Écrivez-les. Pas texto, pas à l'ordinateur, à main. Ouais. Parce qu'à main, c'est un effort et on se voit nous-mêmes l'écrire. OK. Ensuite, moi personnellement, j'ai un crayon en feutre rouge sur le calendrier. 3 janvier, on s'en va en Florence. Tu mets une date. Une date. OK. Et là, entre la date qui est quantifiable, vérifiable et mesurable. Moi, je peux marquer que d'ici le 1er février, je vais aller en Florence, en sachant que mon agenda est déjà pris, en sachant que je n'ai pas les finances, en sachant que peut-être Louise elle va être à l'hôpital. Ce n'est pas quantifiable, vérifiable et mesurable. OK. On marque une date qu'on sait qu'on peut réaliser et ensuite on commence à programmer tous les petits pas qu'on va faire pour arriver à cette date-là. OK, j'aime ça. Alors, ce que tu dis, c'est je me fixe un objectif, je me mets une date claire, mais aussi je planifie les différentes étapes. Étape par étape. OK? Quantifiable, justifiable. Puis tes étapes, est-ce que tu mets des dates? Non. Tous les dates m'amènent à là. Exemple, je vais aller en Florence, ça me coûte 3 000 $. Il me reste 60 jours. 60 jours, divisé ça par 3 000 $, ça me donne tant de dollars par jour ou tant de dollars par semaine. OK. Il faut que je mette ça de côté. Dans un deuxième temps, on commence à prendre une photo de Florence. On commence à faire une photocopie du billet d'avion. On commence à prendre une photo de l'avion. On commence à s'exciter. OK. On commence à dire, cette excitation-là me permet de prendre les bonnes décisions pour atteindre mon objectif. Et là, ça me fait penser, tu parles de ça, puis c'est en lien avec la loi de l'attraction, ce que tu dis. Voilà. Je fais un tableau de visualisation, j'y crois, je planifie, mais aussi je suis excitée, donc je fais comme si c'était sûr que ça allait arriver. Il faut que ça arrive. Est-ce que tu as expérimenté ça souvent dans ta vie? Outre quand tu es allé en Italie à 40 ans, mais est-ce que tu as eu d'autres situations dans ta vie où tu disais, hey, je me suis fixé un objectif, j'ai écrit la date, je me suis mis dans l'état d'esprit, puis oups, ça s'est manifesté? Oui. Mon premier livre. Oui. Celui-là. Oui. Les 10 secrets du négociateur efficace. Je disais souvent, puis là, on va parler des deux, l'estime de soi, et la peur de réussir et tout ça. Je donne souvent des conférences et de la formation comme ci sur la négociation. Pendant des années, mes élèves, mes participants me demandaient, ils disaient, Monsieur Cabana, est-ce que vous avez des livres à nous suggérer? Je disais, oui, j'ai tel livre, tel livre. Ils me disaient tout, est-ce que vous allez écrire un livre? Pour m'en débarrasser de ces gens-là, j'ai dit, oui, je vais l'écrire un. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, je disais toujours les mêmes réponses. Oui, un jour, je vais l'écrire. À un moment donné, je suis à Montréal, au coin de René-Lévesque et Côte-du-Beaver Hall. Je suis à la lumière rouge.
me tape sur l'épaule, je me reviens d'abord. Il dit, Monsieur Cabana, j'ai suivi votre formation il y a 2 ans sur la négociation. Il dit, je cherche votre livre. Il dit, est-ce que vous l'avez écrit? Là, je suis barré en deux. Pendant 2 ans, je me suis menti à moi-même. Sais-tu qu'est-ce qui m'empêchait, Stéphanie? Non. Je me suis dit, je ne suis pas un auteur. Ouais. Ça prend, faut qu'on soit un auteur pour écrire un livre. Donc, je me mentis à moi-même. Et là, ça me tracasse. Jean-Michel, à l'époque, mon dernier, je parle avec Minou. Il faudrait que j'écrive un livre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Jean-Michel, la vérité sort de la bouche d'un enfant. Il vient me voir et il dit, papa, ici, c'est quoi un auteur? Bien, c'est une personne qui écrit. Puis il dit, père, il dit, est-ce que tu sais le tour d'écrire? J'ai dit oui. Bien, c'était un auteur, papa. Oh, adorable. C'est simple, hein? Adorable. Pourquoi me mettre mes propres Et puis c'est drôle, parce que depuis, t'en as écrit 5. J'en ai écrit 5. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis un auteur. Un auteur fait quoi? Il écrit des livres. Mais c'est bon, hein, à partir... Et ça me ramène à nos croyances. Tu as eu pendant des années une croyance qui était, moi j'appelle ça limitante, limitative. Je suis pas un auteur, donc je peux pas écrire un livre. Je suis un conférencier, je fais des formations. Le jour où, premièrement, tu as eu la petite tape sur l'épaule, là, c'est confrontant, ça, oui. là. Oui. OK? Oui, je me suis menti à moi-même. Ouais. J'ai menti à mon environnement. Et dans le fond, tu es un auteur aujourd'hui. Je suis un auteur. Tu Je suis es en un train de auteur finir mon 6e. à succès. Ah oui, ça va être sur quel sujet? Ah, ça va être sur la négociation. La négociation. Et voilà, négocier comme un pro. Négocier comme un pro. Wow! Génial. Dernière affaire là-dessus. Oui. Je me suis dit aussi, parce que je voyage beaucoup, hein, on en parlait tantôt, Ouais. voyager, puis la solitude qu'on vit, Ouais. bien beau être en avant des gens, mais Bon, et quand tu arrives le soir à l'hôtel, tu es seul. on est seul. Ouais. Je me suis dit, si j'écris un livre, Ouais. puis si ça devient un best-seller, ça va peut-être m'amener plus de conférences. Si ça m'amène plus de conférences, je vais être éloigné plus de ma femme OK. et de mes enfants OK. et de mes valeurs fondamentales. J'avais peur de réussir. Ah. Ça m'empêchait. Jusqu'à thèse que je me suis dit, même si ça vient un best-seller, Ouais. puis j'ai des demandes pour des voyages, des conférences, j'ai toujours la possibilité de dire non. Wow. Ça, c'est intéressant. Encore là, croyance limitative qui, à un moment donné, à partir du moment où tu dis, OK, mais tant mieux si ça devient un best-seller. Si j'ai plus de demandes, on dealera avec. On se dealera avec. Je pourrais toujours dire non. Puis effectivement, c'est une possibilité. Et là, ça t'a permis de continuer à écrire. La peur imaginaire. J'avais peur de réussir. Sachant même pas que ça serait un best-seller. Et tu sais, la peur de réussir, il y a plein de gens qui ont ça. Le syndrome de l'imposteur. J'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps sur le syndrome de l'imposteur. Plein de gens qui se disent, je suis pas un auteur, je suis pas un conférencier. Moi, je me disais plus jeune, quand j'ai voulu commencer dans l'immobilier, mes parents sont pas des entrepreneurs, n'ont jamais été dans l'immobilier. Est-ce que je pourrais réussir là-dedans? Tu sais, il y a tous ces petits scénarios qu'il faut à un moment donné faire taire, que tu as réussi à faire taire, parce qu'aujourd'hui, presque 6 livres à ton actif. Oui, t'as plaisir. Parce qu'une fois que j'ai écrit mon premier, puis c'est de l'ambition. Là, Ouais. tu deviens ambitieux. Ouais. Puis si jamais que tu sors un dictionnaire et puis tu regardes ambition, vous allez voir la définition, c'est Guy Cabana. Moi, j'étais ambitieux, Ah oui? pas de bon sens, OK. maladif. OK. Mais à un certain moment donné, tu réalises que le petit frère jumeau de l'ambition, Ouais. c'est l'obsession. OK. Parce que je respecte beaucoup la persévérance, la Ouais. détermination, Ouais. le courage, mais à un certain moment donné, trop de courage, trop de détermination dans quelque chose qui n'arrivera jamais, ça devient de l'obsession. OK. Jusqu'à thèse que tu réalises avec tous les ingrédients, et je reviens avec la loi de l'attraction, si tu me permets, la vie va t'envoyer tellement de signes que tu dis, c'est drôle, moi je vais aller là, mais la vie m'amène là. Ouais. Parce que tu as l'ambition, tu as l'obsession, mais qu'est-ce qu'on recherche? L'authenticité, c'est notre mission. Ouais. Pourquoi qu'on est là? Ouais. C'est fascinant. Tu travailles beaucoup avec la loi de l'attraction? Tu l'utilises dans ta vie? Je ne l'utilise pas, OK. mais je suis au courant. OK. Je suis sensible. OK. Tu as une ouverture. J'ai une énorme ouverture. OK. J'appellerais peut-être pas ça la loi de l'attraction. Moi, j'avais appelé ça tout simplement des pistes, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même Exactement. On appelle ça comme on veut. Appelle ça comme on veut. Guy, j'ai envie de dire aux gens, si vous n'avez pas lu les livres de Guy, il faut aller les chercher. Donc, je les répète. Alors, si vous les 10 secrets du négociateur efficace, soulever des montagnes et ton tout dernier bébé, la quête de l'authenticité, on peut aller sur ton site web, Tu peux aller sur mon site web www.danec. ou guicabana.ca guicabana.ca, fantastique. ou m'envoyer un courriel si jamais vous voulez avoir un livre dédicacé. C'est Danec, D-A-N-E-C, A commercial, Vidéotron.ca.
guy.ca. Ça va vous faire plaisir de savoir vos demandes. Guy, merci du fond du cœur parce que, honnêtement, tu es un homme authentique. Moi, je me rappelais de t'avoir reçu 2 fois au Club du Succès à l'époque comme conférencier et Louis-Jean et moi, mon conjoint, c'est le souvenir qu'on avait de Guy. C'est pour ça qu'on t'avait réinvité. Tu es un homme de cœur, tu es un homme authentique. Alors ça, définitivement, tu es la personne tout indiquée pour avoir écrit un livre sur le sujet. Merci du fond du cœur. Vraiment. C'est super apprécié. Pour vous, merci de votre confiance. Je vous aime. Soyez authentique. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!